L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Depuis 1973, le groupe Jeannot est un expert des fenêtres, porte-fenêtres et portes d'entrée haut de gamme en bois, PVC, aluminium et acier. Basé au Leroux-Bottereau, en Loire-Atlantique, le groupe emploie plus de 700 salariés. Présent à travers toute la France, avec son réseau Jeannot Menuisier Créateur, le groupe compte 116 points de vente et collabore avec plus de 1000 professionnels installateurs. Avec un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros, Jeannot figure parmi les réseaux français les plus importants dans le secteur de la rénovation de fenêtres. Pierre Bordier, directeur général du groupe Jeannot, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Pierre Bordier. Bonjour Clément. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. En 2018, vous rejoignez l'entreprise Jeannot. Avant d'être une rencontre humaine, on va en parler bien entendu, c'est d'abord une heureuse coïncidence de calendrier. Racontez-nous. Très simplement, j'étais dans une entreprise, un groupe, je dirais, de PME, à l'intérieur duquel mon épanouissement n'était pas totalement au rendez-vous. J'étais donc mis en veille et de ce fait, cela a coïncidé finalement avec l'agenda de M. Jeannot, le fondateur, mon président, qui était dans une recherche également d'une nouvelle aventure, de quelqu'un de différent pour porter le projet de redéploiement du groupe Jeannot. Qu'est-ce qui a fait de vous d'ailleurs le bon candidat? J'aime bien poser cette question. En termes de compétences et de soft skills, de savoir-être. Alors, je suis potentiellement le candidat qui est à l'opposé de ce qu'aurait pu imaginer Henri Jeannot, du fait de mon parcours universitaire, puisque je suis ingénieur de l'école polytechnique. C'était pas un atout au départ? C'était absolument pas un atout. C'est vraiment pour le coup le fait que nous nous soyons rencontrés qui a rendu le recrutement possible. C'est plutôt en réalité ce que je suis en fait et ce qu'est Monsieur Jeannot et cette rencontre qui ont rendu possible ces 7 dernières années finalement. Oui, chercher une nouvelle, je dirais, personnalité pour incarner peut-être un nouveau souffle. On va en parler. Mais vous, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller? Ce qui m'a donné envie très rapidement, c'est un intérêt sincère de M. Jeannot pour ses collaborateurs, c'est-à-dire une attitude non feinte, véritable, de considération, de curiosité, d'envie de les faire progresser, de les faire évoluer, ce qui se traduit d'ailleurs aussi bien avec ses clients qu'avec les fournisseurs. Mais c'est vrai que ce point-là, en fait, a été un élément déclencheur dans ma réflexion après une vingtaine d'années à écumer les bancs d'entreprises dont les valeurs étaient un peu différentes. Ouais. Notion de transparence aussi. Vous m'avez dit quand on a préparé cet entretien, comment ça se traduit très concrètement de votre côté, au quotidien, en tant que dirigeant, que manager? Pour le coup, cette considération, elle va jusqu'à embarquer l'ensemble des équipes, des gens les plus fragiles aux gens les mieux rémunérés, je dirais, de l'entreprise, dans l'aventure et dans son aventure de profitabilité, de rentabilité, dans ses écueils, dans ses réussites, et de leur partager avec la plus grande régularité possible, donc une fois par mois, les résultats de toutes les entreprises, sans exception, du groupe. Si bien que ça donne du sens en fait à tout le monde, du pourquoi et du comment en fait on essaie de dessiner la trajectoire d'un groupe familial. Est-ce que ça suppose une bonne communication aussi financière, économique, pour que tout le monde ait les codes et la bonne compréhension, la lecture de l'évolution du groupe? C'est l'exercice le plus délicat, objectivement, parce que c'est vrai qu'on doit quitter en fait les indicateurs clés, on doit quitter les acronymes, on doit essayer de rendre un peu plus tangible et plus compréhensible, plus matériel, plus palpable en fait, quelque chose qui est quand même très théorique finalement. Et donc c'est là qu'il y a un exercice de pédagogie qui est fort intéressant, ceci étant, parce que quand il est bien mené, il enclenche en fait des réactions, des échanges, des questionnements, un œil neuf de ces gens qui ne sont pas familiers en fait, de l'ensemble de ces collaborateurs qui ne sont pas finalement couramment exposés à ce genre de communication. Et donc c'est là que l'exercice prend vraiment du sens parce que ça vient enrichir aussi la culture de l'entreprise, ça vient parfois créer des opportunités en fait.
Vous avez évoqué bien sûr la personnalité d'Henri Janot. Quel couple, je dirais, quel binôme vous formez avec lui? C'est intéressant aussi pour celles et ceux qui nous regardent de bien comprendre qu'il y a le président, il y a le directeur général, plus en exécution. Vous êtes complémentaires, lui intuitif, vous analytique, c'est comme ça que ça marche? Alors effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne, mais peut-être pour revenir en arrière, Clément, ce qui est intéressant finalement dans l'exercice de la présidence et de la direction générale, surtout quand on a un président fondateur, c'est effectivement que chacun parvienne à trouver sa place. Et c'est la partie la plus délicate qu'il faut parvenir à réussir pour faire en sorte que, je dirais, l'amalgame fonctionne. Et donc il nous a fallu quand même un petit peu de temps, malgré des fondamentaux qui étaient excellents, je dirais, de nos valeurs communes. Il nous a fallu un petit peu de temps pour parvenir à trouver justement un modus operandi qui, dans le temps, finalement, démontre son efficacité. Et aujourd'hui, on est stabilisé dans un modèle, dans un binôme, dans un tandem, dans lequel lui, effectivement, est plus, comme souvent, ces chefs d'entreprise qui ont fondé leur boîte, en fait, à l'intuition énormément, un ressenti qui ne se dément pas, en fait, malgré le temps qui passe et le monde qui change. Et puis moi, qui est là plus pour étayer sa réflexion, l'enrichir, venir lui donner de nouvelles idées, si bien qu'en fait, pour l'anecdote, nos banques, nos partenaires bancaires ou nos conseils éventuellement ont coutume de dire quand il y en a un qui n'a pas de projet, l'autre en a en fait. Voilà. Et on s'enrichit mutuellement comme ça. Bon, des points peut-être de divergence, mais constructifs, on l'a bien compris. Est-ce que quand on dirige une entreprise familiale particulièrement, il faut accepter le temps long ? Est-ce qu'il faut respecter ce temps long dans un monde où tout va très vite, où il faut accélérer et prendre des décisions un peu, et parfois dans l'urgence? Comment est-ce que vous conciliez cette temporalité? En fait, la question est très judicieuse parce qu'en réalité, une entreprise, c'est un équilibre finalement composé d'ingrédients différents que sont les clients, les fournisseurs et les hommes qui la composent, avec les solutions qu'elle a conçues pour essayer de répondre du mieux possible au marché qu'elle sert. Évidemment, on est dans un monde, en tout cas pour le groupe que je dirige, qui change régulièrement avec le temps, qui est soumis malheureusement aux fluctuations des marchés financiers, des lois de finances, du moral des ménages. Donc on doit être agile, on doit être en adaptation. Et cette adaptation, finalement, elle ne peut pas se faire en claquant des doigts parce qu'elle nécessite beaucoup d'explications, beaucoup de compréhension. Gérer un projet, c'est quelque chose qui est assez délicat de transformation parce qu'il nécessite que tout le monde en comprenne parfaitement les significations et les enjeux. Ce qui, lorsqu'on le regarde, ce projet, sous des angles différents, il n'a pas forcément le même sens et les mêmes conséquences, en fait. Donc, à cet égard, une entreprise, c'est forcément un temps long parce qu'il faut, en fait, vaincre parfois les changements, les résistances, la culture, parfois aussi, qu'il faut faire évoluer. Et l'impatience peut-être des jeunes générations qui vous rejoignent, qui rejoignent le projet? Absolument, ouais. Cette impatience qui, je dirais, la conséquence aussi de l'impact des réseaux sociaux peut-être. Bref, cette impatience, elle est parfois difficilement compatible avec ce temps long qui est nécessaire pour permettre à l'entreprise de pouvoir, je dirais, digérer ces modifications, ces changements de culture, de fonctionnement, de produits aussi. Bon, justement, on évoquait les sujets de culture, ces nouvelles générations. J'ai lu que vous meniez 30% des recrutements. À quoi vous êtes attentif quand vous recrutez des talents qui rejoignent Janot aujourd'hui? Alors justement, le point le plus important pour moi, c'est plus tellement le savoir-faire, c'est plus tellement les hard skills en fait, mais plutôt le savoir-être sur lequel on est systématiquement attentif, on met un focus très important dessus, que ce soit au travers de l'entretien et je dirais de l'échange informel que l'on va avoir, mais aussi je dirais de quelques tests préalables qu'on peut être amené à mener, quelle que soit la position dans l'entreprise. Parce qu'effectivement, l'expérience m'a montré que finalement, quand on a un système de valeurs en tant que personne et que l'on rejoint une entreprise pour un poste donné, si l'écart, en fait, entre ce que l'on est fondamentalement et ce qu'on va nous demander de faire est très important, on crée des zones de friction significatives, on met la personne dans une situation potentielle d'échec, et le risque est grand, finalement, d'un espoir
devoir le dénouer en fait en une situation, je dirais, qui peut conduire à la séparation. Et l'objectif justement d'un recrutement réussi, c'est de faire en sorte de mettre en adéquation parfaite une personnalité avec des enjeux liés au monde professionnel. Quelqu'un qui justement a du mal à piloter et dans sa vie effectivement n'est pas forcément leader, le mettre dans une position de manager, ça peut le mettre sur un terrain, le mener sur un terrain qui est franchement délicat et compliqué. Psychologiquement même, je dirais. Ouais. En tant qu'industriel aussi, parce qu'il y a, au-delà de la protection évidemment des salariés, qui vous interrogent sans doute à la fois sur la fin du mois et la fin du monde, on le comprend bien justement sur les sujets de transition énergétique, sur les sujets environnementaux, vous êtes directement adressé, il y a la réglementation qui va devenir de plus en plus pressante. Quel rôle vous avez envie de jouer en tant qu'industriel sur ces sujets de transition ? Vous prenez ça au sérieux ? Très au sérieux. En fait, je crois même qu'en réalité, nous, on n'a pas eu beaucoup à se forcer en réalité pour le faire. C'est quelque chose qui est inscrit dans notre ADN, dans le groupe. On a toujours été, je crois, très actifs dans ce domaine et de façon assez spontanée, sans avoir besoin finalement qu'on nous impose de le faire. Je dirais qu'à l'heure actuelle, le monde est en train de s'accélérer dans cette direction et qu'il faut donc par conséquent suivre le mouvement, chose que nous faisons du coup, c'est-à-dire qu'effectivement les différentes crises énergétiques, qu'elles aient une incidence sur notre produit, sur notre façon de le fabriquer ou sur la façon dont on accompagne les collaborateurs au quotidien, a une incidence dans la politique générale RSE de l'entreprise. Ça veut dire quoi ? Sourcing, recyclage, vous travaillez sur tous les sujets, tous les curseurs tous les sujets. En même temps aujourd'hui. Absolument, oui. Tous les sujets, c'est-à-dire nos coûts énergétiques, notre façon de choisir nos fournisseurs, leur proximité, les circuits courts ont toujours été dans l'ADN, mais à plus forte raison aujourd'hui. Évidemment, l'optimisation du travail, de la façon dont les collaborateurs sont mis à contribution, les conditions de travail qu'on leur oppose. On est dans un métier qui présente un certain nombre d'inconvénients, en particulier les ports de charge. Et à ce titre, il faut être aussi extrêmement vigilant pour rendre, encore une fois, l'entreprise attractive aussi dans la durée. Ouais, dans ces changements de process, peut-être pour terminer, vous avez trouvé, vous, l'équation, vous, l'analytique, la bonne équation pour concilier ou réconcilier le financier et l'extra-financier ? Je dirais qu'en fait, dans chaque mouvement de société aussi important que celui qu'on vit, il faut essayer de détecter une opportunité en réalité et faire en sorte que plutôt que de subir, tenter d'en faire la transformation, la traduction dans nos modèles économiques, dans nos modèles sociétaux, dans nos modèles sociaux en fait du quotidien. À ce titre, justement, les obligations qui ont été relatives par exemple à l'éco-contribution, à l'éco-participation nous a amené, on aurait pu vraiment courber les chines en fait et se dire encore une. En réalité, on en a fait vraiment un changement profond dans l'entreprise, dans le sens où il nous a donné l'accès à un marché que nous ignorions totalement, qui est celui du recyclage et qui, finalement, n'était pas totalement appréhendé, pas bien connu. Donc on s'y intéressait et on en a fait une force parce que c'est un outil de recrutement également aujourd'hui. C'est un outil puissant économique aussi. Et puis, je sens qu'on n'est pas arrivé au bout de nos surprises dans les rebondissements, je dirais, en termes de développement business qu'il pourra nous offrir. Bon, ne pas subir évidemment la réglementation, être pionnier, anticiper évidemment et en faire des sujets d'opportunité business, on l'a bien compris. Merci beaucoup Pierre Bordier, merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.